Bon voilà, on retourne à Voyageur. La dernière fois, on a globalement fait la configuration de Voyageur pour un usage en simulation. Aujourd'hui, l'objectif, c'est principalement de vérifier si tout est fonctionnel et ça nous permettra également de regarder un petit peu de façon plus avancée les fonctionnalités de pilotage de Voyageur en version manuelle, c'est-à-dire sans séquence ni script, simplement en pilotant directement l'orchestrateur. Donc on va passer sur le PC de pilotage. Puis la première chose, ça consiste à démarrer l'ensemble de l'arsenal logiciel dont on a besoin. Donc on avait vu la dernière fois qu'il nous faut un simulateur de météo de façon à ce que Voyageur soit content. On va le mettre sur le bureau 4 et on va lancer Voyageur sur le premier bureau, bien sûr le bureau 1. Et c'est Voyageur qui s'occupe bien évidemment de lancer ensuite l'ensemble des logiciels annexes. On lui laisse le pilotage. Donc pour ça, on va dans la rubrique Startup. On a l'ensemble des éléments qu'on a configurés la dernière fois. J'en ai rajouté un petit au passage, c'est un blind solve en utilisant Allsky Plate Solver. Mais globalement, c'est une résolution astrométrique qui fonctionne sans indication initiale. Donc il n'y a pas de paramétrage de simulation là-dedans, c'est juste astrométrie.net qui est un logiciel open source. On connecte le tout. Alors il faut laisser le temps à tout démarrer. Voilà, on y est. Donc la première chose à faire, c'est de faire un peu de ménage sur le bureau 1, puisqu'il nous a tout démarré à cet endroit-là. Donc généralement, je mets la cartographie sur le bureau 2, le guidage sur le bureau 3, et les éléments ASCOM sur le bureau 4. Voilà. Alors, là où on a la cartographie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter le télescope. Alors je pars par PETH de façon à avoir un hub ASCOM là-dessus. Voilà, donc on voit qu'il est parqué, comme je l'avais dit, au nord en bas ici. Donc monture globalement à l'horizontale, position de parc 1 pour les astrophysiques. Ensuite, il a connecté directement les éléments du guideur. Et donc on va juste vérifier qu'on a des petites étoiles guides, ce qui est le cas. Et ensuite ici, on va lancer The Sky Simulator de façon à avoir ici une simulation du ciel avec l'acquisition des images en extérieur. Donc on va connecter la monture, connecter le focuseur et démarrer la simulation. Voilà, donc là on est globalement prêt. Donc ici dans Voyageur, on va aller maintenant dans la section On the Fly et on va aller chercher une target. Donc qu'est-ce qu'on a ce soir? On va pouvoir aller chercher par exemple M81. Donc M81. Et on va lui demander de résoudre ça, enfin de nous trouver les coordonnées à partir de la cartographie qu'on a sur le bureau d'à côté. Donc FastFind. Donc ici on a trouvé les coordonnées de l'objet en question et on peut opérer un GoTo à partir du moment où on vérifie que le toit est bien ouvert, ce qui est le cas ici. Voilà. La monture est en tracking, elle n'est pas en parc. Donc on peut la parquer, hein, je vais vous montrer. Voilà, là elle est parquée. Ensuite, Unpark, elle se met en track, mais elle est toujours à l'horizontale. Et on peut lui faire un joli GoTo. Donc on va regarder de l'autre côté. Voilà, elle est arrivée à destination. Donc maintenant qu'on est ici, en toute logique, on est capable de faire une acquisition du ciel à l'endroit où on se trouve. Donc Voyageur fait des acquisitions fit et il dispose d'un petit viewer qui permet de regarder les images qu'on a en acquisition. Alors par défaut, c'est un logiciel, le viewer est externe à Voyageur, mais il se connecte automatiquement à la session. Et ici, on a le petit logo ici qui est activé et qui globalement récupère les images au moment où on en fait l'acquisition. Donc si on fait une petite exposition en L de 5 secondes,
qui est le minimum pour le simulateur de caméra, je vous le rappelle. Voilà M81. Donc on a bien une acquisition à l'endroit où on se trouve sur le ciel, ce qui est intéressant. À partir du moment où on a cette acquisition, on a des étoiles, et comme on a des étoiles, on peut faire une résolution astrométrique. Un play de solve fonctionne. Et voilà, on a une belle résolution. On va regarder à combien on est. Donc on n'est pas très loin. Donc le pointage a été correct. Enfin, pour une simulation, c'est pas trop difficile. Évidemment, quand on est en vie réelle, on peut être un tout petit peu plus à côté. Et dans ce cas-là, ce qu'on veut, c'est faire un pointage plus précis. C'est-à-dire pointer, faire une résolution astrométrique et se repositionner pour corriger l'erreur qu'on peut avoir. Et pour ça, on utilise Precise Pointing Target Coordinate. Pour ça, on va aller un tout petit peu plus loin. Donc on va aller se positionner ailleurs sur le planétarium. Par exemple sur NGC 2841 ici. Et ici, je peux faire un go-to directement en fait sur la carte du ciel. Donc le télescope est en train de se déplacer, on le voit. Voilà. Et ici, on va faire un blind solve pour savoir où on se trouve. Donc là, il fait une résolution astrométrique sans avoir de coordonnées initiales. Voilà, il a fait la résolution. Donc on va synchroniser la monture sur l'endroit où on se trouve. On y est. Et maintenant, on va lui demander de pointer précisément M81, qui est la target qu'on a choisie, en utilisant la résolution astrométrique. Voilà, donc ici, on voit qu'on a une erreur qui est relativement faible, puisqu'ici, on est à 23 secondes arc. On a aussi le contrôle, bien évidemment, des autres éléments. Alors, pour l'instant, on n'a pas démarré de séquence, mais on a quand même le contrôle de la caméra ici. Donc, on peut regarder un petit peu ce qu'on a sous l'angle statut, endroit-là. Donc, il nous dit où le télescope est pointé, il nous dit dans quelle activité il est. Donc, le dôme est ouvert, le toit est ouvert, et la monture est en tracking sur ces coordonnées-là, avec la monture positionnée sur un pied ouest, ce qui nous donne l'orientation du tube par rapport au pilier de la monture. Il y a une chose qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas fait le focus. Donc potentiellement, on peut être un petit peu à côté au niveau du focus. Et pour ça, on va utiliser le RoboFire qui va nous faire un focus plein champ en nous faisant une belle V-curve à partir des données. Donc si on regarde ici, le focus est passé à 26 495. On a une première image qui est prise et il évalue globalement la taille des étoiles sur l'ensemble du champ. Il va reprendre une image en faisant bouger le focus. Ici, on est en train de descendre. Il reprend un point. Il refait le calcul sur l'image dont il fait l'acquisition. Et petit à petit, à force de s'approcher du point de mise au point idéal, l'image va devenir de plus en plus bleue, c'est-à-dire que les étoiles sont en train de s'affiner. On le voit ici. Donc en toute logique, on appelle ça une V-curve, puisqu'on va avoir une belle cloche. Et ce qu'on fait après, c'est qu'on fait une interpolation sur une courbe d'un polynôme supérieur à 2. En l'occurrence, Voyageur travaille là avec des polynômes de degré 5. Et ça va nous permettre de trouver le point de focus idéal. Donc là, on tombe sur une valeur qui est de... Il va nous reprendre une petite image. 24 996. Ce qui est pas mal, puisqu'en fait, on a 4 pas d'écart par rapport à ce que normalement le focus est censé nous donner. En idéal, je vous rappelle que c'est 25 000. C'est réglé ici. Donc voilà, on vient de faire un focus, donc on voit que ça fonctionne. Donc on a un simulateur qui est fonctionnel de ce point de vue-là. Donc on a bien un focus qui a été effectué, et si on regarde sur le statut, il nous stocke à chaque focus voyageur la valeur retournée en nombre de pas par le focuseur, la HFD résultante qu'il obtient,
et puis également la température, puisque bien évidemment, en fonction de l'évolution de la température, on sait qu'on a des variations de focus, puisqu'en fait, on peut avoir des contractions sur l'instrument qui font que le point de foyer bouge avec la température. Donc maintenant, on va passer au guidage. Donc la première chose quand on veut guider, c'est de faire l'acquisition d'une étoile. Pour ça, on l'a paramétré. Donc là, il a choisi une étoile et il m'a retourné la main. Maintenant, on va calibrer à l'endroit où on se trouve. Voilà, il choisit une étoile. Et puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va déplacer la monture. La monture bouge au nord, l'étoile va se déplacer, et en fonction d'eux, on calibre le guideur. Donc voilà, donc là c'est une routine assez classique de calibration du guidage. Donc il nous a dit qu'il avait fait la calibration, et maintenant on peut directement démarrer le guidage. Voilà, nous sommes en guidage. On peut aller le vérifier ici. Le guidage a commencé, et on est globalement sous l'arc second. Alors, un petit point particulier, on voit qu'ici on guide à 1 seconde, ce qui est relativement fort. Donc je vais vous montrer où ça se paramètre. On va stopper le guidage. Et à cet endroit-là, on voit que autant pour la calibration, 1 seconde, ça peut suffire, autant lors des acquisitions, généralement, on va éviter d'aller chasser la turbulence et on va se positionner plutôt entre 3 et 6 secondes. Je relance le guidage à 3 secondes. Voilà, il a fait l'acquisition de l'étoile. Alors, il ne faut pas que les étoiles soient saturées. Donc, il y a un paramétrage qui permet dans Voyageur de donner les critères de sélection de l'étoile guide dans PHD2. Ce qui est relativement intéressant, puisque s'il n'y a pas ces indications-là, PHD2 peut choisir des étoiles qui ne sont pas idéales. Typiquement, c'est ce qui m'arrive parfois quand on fait des sessions avec Séquence Générateur Pro, où il n'y a pas ces éléments-là, et de fait, il vient choisir des étoiles qui sont saturées. Si les étoiles sont saturées, ça veut dire que le centre de l'étoile en lui-même est brûlé, et c'est plus difficile de calculer le centroïde de l'étoile, bien évidemment. Voilà, on est à 3 secondes. Donc maintenant, ça va se calmer un peu. Ça va éviter d'aller chasser toute la turbulence. Alors, on a les graphes dans PHD2, ici, et bien évidemment, on va les retrouver dans notre interface de l'orchestrateur. Si on va dans Statut, on voit ici qu'on a les éléments de guidage avec les différents éléments qui nous permettent de savoir si ça se passe bien ou pas. On va passer à la caméra. Donc, les caméras astronomiques, il faut les refroidir. Le but, c'est évidemment d'éviter le bruit. Donc, on va lui donner un set point à -20, par exemple. Et là, on voit qu'elle est en train de se refroidir. Ce qui est retourné par le petit graphe qu'on voit ici. Alors, en rouge, c'est la puissance qui est envoyée au pelletier de façon à refroidir la caméra. Donc on ne veut pas que ce soit à 100%. Et pour ça, on a des paramétrages généralement dans la caméra de façon à plafonner la puissance qu'on peut envoyer au pelletier. Donc là, elle est plafonnée à 75% et on va laisser la caméra refroidir gentiment, toute seule. On voit bien la courbe bleue qui est en train de descendre, avec le positionnement en température. Et évidemment, on peut paramétrer la façon dont on descend en température, c'est-à-dire pour ne pas descendre trop vite, afin d'éviter d'avoir du gel sur le capteur. Donc on voit que là, la caméra maintenant est à -20. Donc à partir de ce moment-là, on a tous les éléments pour pouvoir commencer à imager, en dehors du fait que on a ici dans Flat Device un élément qu'on va ouvrir qui correspond, oh là là, à l'ouverture du clapet qui se trouve devant l'objectif. Puisque l'écran flat est motorisé, il permet de fermer le télescope et de l'ouvrir. Donc on va passer aux séquences. Et l'objectif, c'est
de paramétrer une séquence. Donc pour paramétrer une séquence, c'est le petit bouton juste avant séquence. On est ici sur M81, mais ça ne nous intéresse pas beaucoup, parce que ce qu'on voudrait, c'est avoir une séquence qui nous permette de vérifier qu'on a bien un basculement au méridien. Donc pour faire le basculement au méridien, on va aller sélectionner un objet qui n'est pas trop loin de ce basculement. Il faut que ce soit 5 minutes avant le basculement, pour qu'on n'ait pas trop de perte de temps dans cette vidéo. Donc on va aller sélectionner l'objet idéal, et puis on va revenir pour le paramétrer. Cela dit, il y a plein d'éléments qui ne sont pas liés à la cible qu'on peut déjà paramétrer. Donc pour ça, en fait, j'avais préparé préalablement une séquence qu'on peut aller charger ici. Voilà. Donc là, on voit qu'on fait de l'image en LRGB, avec des temps d'exposition de 30 secondes systématiquement. Donc c'est pour simuler, hein, donc il n'y a pas de souci. Et on fait des acquisitions en répétition de 5. Ce qui fait qu'en fait, il va nous découper la séquence et on voit ici LRGB dans l'ordre. Et on répète cette séquence-là 4 fois. On groupe par slot. Donc l'avantage de ça, c'est que évidemment on fait des focus à chaque fois qu'on fait des changements de filtre, et ça va nous réduire le nombre de mises au point qu'on va avoir à faire si évidemment on reste sur le même jeu de filtre pendant un moment. Donc on évite de changer systématiquement de filtre de façon à optimiser le temps qui est lié à la mise au point qu'on aura à faire, même si les mises au point sont relativement courtes avec Voyageur. Alors au démarrage, on pointe la target, on va injecter le focus aussi. Et puis on s'assure d'ouvrir le flat, même si là je l'ai fait manuellement. Rien n'empêche en fait de le paramétrer dans la séquence. Pour le cooling, c'est la même chose. On met la caméra à moins 20 degrés. Et puis il y a des éléments qui sont ici qui permettent de paramétrer les valeurs qu'on veut avoir pour le capteur de caméra si on n'arrive pas à atteindre le point de température avec des valeurs raisonnables envoyées en puissance sur le pelletier. Donc là, 90% de puissance. Si j'arrive pas à moins 20, il va automatiquement sélectionner 0 degré pour remonter au-dessus. On paramètre ce qu'on veut là-dedans. Si on est à plus de 90% pendant 2 minutes, il va décider que moins 20, c'est peut-être pas raisonnable pour la période si on est en plein été, et il va aller chercher un point de température qui est plus clément pour la caméra. Le pointage, rien à dire. Le tracking, rien à dire non plus. Le play solve, on le laisse par défaut. Alors maintenant, Meridian Flip, juste manage. Donc on lui dit qu'à partir du moment où il s'approche du retournement au méridien, il faut qu'il le gère. Alors on peut injecter le focus sur le retournement au méridien, ce qui n'est pas plus mal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à faire bouger tout le télescope, c'est peut-être mieux de s'assurer qu'on est bien au point après avoir fait le retournement. Donc là, je vais l'injecter. Alors ensuite, on a les fonctions de guidage. Donc 1 seconde, 3 secondes, c'est ce qu'on a paramétré tout à l'heure manuellement, mais quand on fait une séquence, on peut l'envoyer et l'injecter par ici. Les comportements en cas de perte de l'étoile guide, et puis les éléments de dithering qui nous permettent de nous déplacer un petit peu pour ne pas avoir toujours le même point sur le même pixel du capteur, afin de réduire le bruit résiduel. Bon, pour les shots, rien à dire. Et pour les focus, ce qu'on fait, c'est qu'on groupe par slot, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, globalement, toutes les demi-heures, on fera un focus de toute façon. Donc ça, il va le gérer tout seul. Et la méthode utilisée là, comme on est en simulation, c'est local field. Mais on peut avoir plusieurs paramétrages à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on gère les erreurs. C'est-à-dire que quand on a terminé, on fait tout ça dans l'ordre. Donc on va jusqu'au parc et la fermeture du bouchon. Et puis après, c'est un script qui devra directement s'occuper de la fermeture du roof de l'observatoire. Et puis on a la même chose quand on a terminé, donc il y a sur erreur et puis en fin de séquence si tout s'est bien passé. Donc voilà, là on a notre séquence qui est paramétrée. On va aller choisir un objet. Alors, on n'est pas en suivi de télescope, donc on peut se déplacer. On va aller chercher, je pense que celle-là est très bien. NGC 2403. On va regarder dans combien de temps est la I1. Donc NGC
2403. Voilà. On va faire OK. Et on va faire un GoTo juste pour vérifier quel est son angle horaire et au bout de combien de temps il nous prévoit la bascule de méridien. Alors là, on a une bascule de méridien qui est prévue dans 25 minutes. Donc c'est un peu beaucoup, on va peut-être pas passer 25 minutes à attendre, quoique ce que je pourrais faire, c'est lancer directement la séquence et l'accélérer jusqu'au moment où on va faire le retournement, ce qui nous permettra d'avoir les éléments en question. Je pense qu'on va faire ça, parce que moi je suis pas plus pressé que ça, je vais pouvoir laisser tourner la simulation et ça nous permettra d'être serein sur l'exécution de cette procédure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un play de sauve à cet endroit-là, juste pour vérifier qu'on est bien fonctionnel et bien positionné. Et ensuite, on ira parquer la monture pour faire l'exercice comme si on était en début de séquence. Donc voilà. Donc on va faire une séquence depuis le démarrage. On va le laisser piloter l'ensemble de l'acquisition de ces images. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire good night. Il va directement fermer tous les éléments et parquer le télescope. Donc on voit qu'il est repositionné, il est en train de faire le warm-up sur la caméra, il est en train, globalement, il a ramené le télescope au point de parking, ici, donc tout est bon, et il a arrêté le guidage. On est en warm-up, donc on va laisser gentiment la caméra faire son warm-up, et puis démarrer la séquence. Donc là, pour les séquences, la seule chose qui n'est pas gérée, c'est l'ouverture et la fermeture de toit. Donc si je ferme le toit ici, voilà, là j'ai un télescope qui est à l'abri dans son observatoire roof fermé. Donc les séquences ne gèrent pas directement l'observatoire. La séquence n'est pas en mesure d'ouvrir l'observatoire. On doit le faire avec un script. Donc pour ça, il y a des éléments pour scripter Voyageur qui nous permettent d'automatiser ces éléments-là. Mais quand on est en séquence comme ça, quand on déclenche ces séquences manuellement, il nous faudra ouvrir le toit préalablement. Alors pour ouvrir le toit, on a les sécurités habituelles. Je vous rappelle que la météo est fonctionnelle et qu'on est dans des conditions qui sont safe ici. Si on regarde ici, on a un ciel qui est clair, il ne pleut pas et il fait noir. Donc à partir de ce moment-là, on peut ouvrir le toit. Le toit est ouvert et on va lancer la séquence.